Donc, Béatrice Lavigne, je suis coordonnatrice au programme pour le Conseil québécois du loisir et je vais vous présenter aujourd'hui notre cadre de référence pour l'accessibilité et l'inclusion en loisir. Donc, ça fonctionne, parfait. Donc, on a un petit peu séparé ça en 3 parties, je dirais. Donc, premièrement, pourquoi parler d'accessibilité et d'inclusion en loisir? Pourquoi que c'est important? Ensuite, vraiment la présentation du cadre de référence et les 4 vecteurs d'accessibilité. Et ensuite, quelques notions liées plus à l'inclusion. Donc voilà, pourquoi parler d'accessibilité et d'inclusion en loisir? Bien, c'est parce que le loisir, c'est un droit qui est reconnu. Donc, comme le droit à l'éducation, le droit au logement, on a un droit au loisir qui est reconnu à différentes instances. Là, par exemple, l'ONU, au niveau du Canada aussi, au niveau du Québec. Donc, à partir du moment que c'est vraiment ce droit-là, donc il faut travailler, nous, en tant qu'organisation, en tant que personnes impliquées en loisir, il faut travailler à... il est sensible quand même, hein, ce petit micro. Donc, il faut travailler à éliminer les barrières, éliminer les obstacles pour s'assurer finalement de cette accessibilité pour tous et toutes. Et donc, si on parle d'accessibilité, on peut commencer par se poser la question, c'est quoi? Donc, quand on regarde dans le dictionnaire, ben c'est quand même un peu une définition qui tourne un peu en cercle, à mon avis. Quand on parle que l'accessibilité, ben c'est ce qui est accessible. Donc, oui, mais plus encore. Donc, ça veut dire tout ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut s'approcher, tout ce qu'on peut comprendre aussi. Puis c'est surtout cette notion-là qui, des fois, est un peu oubliée dans l'accessibilité. Donc, oui, c'est important d'aller dans un bâtiment, par exemple, d'être capable de se rendre, mais il faut aussi être capable de comprendre l'activité dans laquelle on veut s'investir. C'est pour ça qu'on a ajouté aussi la notion d'inclusion à notre cadre d'accessibilité. Donc, pour aller rejoindre finalement toutes les conditions qui sont nécessaires à une personne pour qu'elle ait une activité positive de loisir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que oui, l'accessibilité, c'est important, l'accessibilité physique, une rampe, un ascenseur, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant. Parce qu'une fois qu'on est à notre activité, ben, il faut que ça soit une activité dans laquelle on a du plaisir, dans laquelle on s'épanouit, que ça soit une expérience positive finalement. Donc, aller au-delà de seulement se rendre. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié 4 vecteurs d'accessibilité qui sont présents donc dans notre cadre de référence. Le vecteur temporel, le vecteur spatial, le vecteur économique et le vecteur socioculturel. Donc, ce sont ces 4 vecteurs-là que je vais vous présenter, que je vais parler de leur définition, présenter quelques statistiques, des tendances, des recommandations, des questions et des indicateurs. Tout ça, c'est présent donc dans notre cadre de référence. Donc, le premier vecteur d'accessibilité, là, je dis premier, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'ordre d'importance, c'est juste qu'il arrive en premier dans notre cadre et dans ma présentation. Donc, le vecteur temporel, bien, ça réfère au temps disponible. Donc, c'est le temps disponible qu'a un individu pour faire des activités de loisirs. Ça englobe aussi, donc, toutes les périodes de temps. Donc, quand on parle de vecteur, donc, temporel, c'est aussi, donc, autant au niveau individuel, donc, le temps qui est disponible pour faire du loisir, qui est donc pas nécessairement le même pour tout le monde, mais c'est aussi le temps au niveau de l'organisation. Donc, les horaires, est-ce que les périodes d'inscription, les périodes, c'est quand que les activités ont lieu. Donc, toutes ces questions liées finalement un peu à la programmation, mais aussi la durée d'une activité. Donc, c'est tous des éléments qui sont à considérer là, quand on parle du vecteur temporel au niveau de l'accessibilité. Donc, une petite statistique. Toutes les statistiques ici là, sont issues du cadre. Donc, là, mes sources sont pas sur mes diapos, mais elles sont dans le cadre. Donc, vous pourrez vous y référer. Je vous inviterai de toute façon à télécharger le cadre de référence à la fin. Donc, cette statistique, donc en moyenne, la population de 15 ans et plus consacre environ 7 heures par semaine à des activités de loisirs. Et donc, si on décortique un petit peu plus, on peut voir que les hommes ont toutefois une moyenne plus élevée, soit 1,2 heures par jour, comparativement à 0,9 pour les femmes. Donc, cette statistique-là, qui est donc présente dans le cadre, une fois que c'est dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en loisirs? Bien, ça veut dire que finalement, le temps qui est disponible n'est pas le même pour chacun. Ça veut donc dire que les besoins liés à l'accessibilité temporelle ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. On pourrait avoir l'idée, justement, que les femmes, dans ce contexte-ci, pourraient avoir plus de besoins au niveau de la conciliation travail-famille, étant donné qu'elles ont moins de temps
à consacrer à leurs loisirs. Donc, ça peut être justement une mesure qu'on peut mettre en place pour favoriser cette accessibilité, cette inclusion pour certains groupes de la population. Et là, c'est une statistique, mais il y en a plusieurs autres qu'on pourrait aller voir. On nous en a présenté d'autres tout à l'heure. Donc, à partir de ces statistiques-là, finalement, c'est pour faire un portrait de la population. Et à partir, plus on a de données, plus on sait à qui on s'adresse, qui on veut aller rejoindre. Mais finalement, ça nous donne une meilleure idée des mesures qu'on peut mettre en place pour favoriser donc cette accessibilité. Deuxième vecteur, donc le vecteur spatial. Donc là, ça englobe tout ce qui est lié justement vraiment à l'accessibilité physique. Donc, oui, se rendre à notre activité, être capable de circuler dans un local, mais c'est aussi la répartition sur le territoire. Donc, est-ce qu'il y a une offre égale d'un territoire à l'autre? Est-ce que j'ai la possibilité, tu sais, si dans ma municipalité, dans mon quartier, il n'y a pas de parc, ou il n'y a pas de centre communautaire, ou il n'y a pas de salle de spectacle, ben, j'ai pas cette possibilité de me rendre, donc il y a un manque d'accessibilité aux loisirs. Mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'équipement. Donc, oui, c'est bien se rendre à notre activité, mais si je suis pas capable d'utiliser l'équipement nécessaire, ben finalement, mon activité n'est pas plus accessible. J'aurais beau avoir toutes les mesures pour être capable de rendre un transport gratuit, un ascenseur, pas d'escalier ou peu importe. Si après ça, une fois sur place, je peux rien faire parce que ça soit juste parce qu'il est barré, mettons, l'équipement dont j'ai besoin, personne n'a la clé, ben je peux pas le faire. Donc toute cette question d'accessibilité doit aller vraiment donc dans tout ce qui est infrastructure et équipement. Évidemment, le transport. Puis, c'est un vecteur qui est évidemment très associé aux personnes avec un handicap. C'est un vecteur très essentiel, évidemment, à travailler sur tout ce qui est infrastructure, spatiale, équipement pour les personnes avec un handicap, mais c'est pas seulement. Il faut aussi penser de manière plus globale à tous les groupes historiquement marginalisés ou dont, par exemple, beaucoup de salles de spectacle culturels ou des activités, donc le ballet, ont été très réservées aux personnes blanches, ce qui fait en sorte qu'historiquement, les personnes noires y étaient exclues, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est encore ancré, il y a encore quelque chose dans nos structures, dans notre culture, qui fait en sorte que certaines activités vont être plus difficilement accessibles à certains groupes de la population. Donc, quand on parle aussi de vecteur spatial, je reviens un peu à l'idée tout à l'heure qui a été présentée d'avoir un environnement sécuritaire, bien, ça en fait partie. Donc, une petite tendance au Québec, bien, avec le vieillissement de la population, le taux de personnes avec une incapacité devrait augmenter dans les prochaines années. Donc, aujourd'hui, on est autour de 16 %. Et en fait, là, mon chiffre n'est plus à jour. Il va falloir que je me mette ma petite statistique à jour, étant donné qu'ils nous ont sorti nos stats 2022 à peu près 3 jours après l'impression de notre guide. Donc, j'en suis désolée. C'est les plus vieilles statistiques. Et je vous confirme que la tendance était réelle, que les chiffres ont augmenté là, dans les dernières années. Donc, et ça risque d'augmenter encore plus parce que les personnes, en vieillissant, bien, il y a plus de personnes qui ont une incapacité, ce qui va faire en sorte que ce vecteur spatial aussi peut prendre encore plus d'importance là, pour l'accessibilité. Donc, il faut en prendre conscience. Donc là, sur la petite image, oui, il y a un ascenseur, mais ce qui est intéressant là, dans cette image, c'est de aussi réaliser le bouton de l'ascenseur est placé assez bas pour qu'une personne en fauteuil puisse l'atteindre. Donc, tu sais, c'est bien beau. Oups, j'ai accroché mon clicker. C'est beau avoir un ascenseur, mais il faut aussi être capable de l'appeler, l'ascenseur. Donc, si le bouton est trop loin puis que je peux pas me rendre, bien, finalement, il ne sert à rien. Donc, tu sais, c'est vraiment penser l'environnement globalement. Même chose si j'arrive à l'accueil puis tout est trop haut, que je suis dans un fauteuil, que je peux pas parler à la personne parce que le comptoir est trop élevé, bien finalement, il y a encore là un obstacle à ma participation au loisir. Et donc, j'ai pris une autre statistique aussi pour justement montrer qu'il y a d'autres facteurs dans le spatial qu'il faut considérer. Donc, c'était une consultation de la Ville de Montréal qui disait que 50 % des personnes trans considèrent ne pas avoir facilement accès à des services adaptés à leurs besoins et 72 % qui craignent subir un traitement défavorable en utilisant des centres sportifs et de loisirs. Donc, pour moi, ça démontre vraiment qu'il y a un immense sentiment d'insécurité pour ces populations, ce qui démontre également un besoin d'adapter les lieux et les services pour faire en sorte qu'ils soient accessibles et inclusifs. Et c'est pas non plus, donc, c'est quand même 50 % à 72 %, là, c'est pas du tout marginal, c'est vraiment... Et ça, c'est probablement même plus grand parce que c'est quand même... Donc, on le sait qu'en général, c'est pas tout le monde qui vont les dénoncer, les situations qui vont non plus le nommer ou qui vont le ressentir, qui vont être à l'aise à le souligner. Donc, c'est souvent encore plus important que les chiffres, là, ce qui sort.
Troisième vecteur, c'est le vecteur économique. Donc ça correspond à la part disponible de revenus qu'une personne peut dépenser, disons, en loisirs. Mais c'est aussi, quand on regarde du côté des organisations, le tarif, par exemple, d'une activité. Donc c'est quand même un vecteur, je pense, assez simple à comprendre dans nos vies. On le sait, à quoi ça fait référence, finalement. Donc c'est tout ce qui est la tarification des activités. Ici, une petite statistique pour démontrer encore une fois que si le temps libre et disponible n'est pas le même pour tout le monde, bien, le budget pour le loisir n'est pas non plus le même pour tout le monde. Donc, au Canada, les femmes racisées gagnent en moyenne 59,3 % du salaire des hommes blancs. Une autre statistique dans le même ordre d'idée, les femmes autochtones qui travaillent à temps plein gagnent en moyenne 35 % de moins que les hommes allochtones. Donc, on voit ici, encore une fois, une différence. Et là, c'est des données croisées. Donc, pour démontrer que finalement, ce budget-là n'est pas le même. On peut aussi peut-être imaginer que le temps disponible n'est pas le même parce que souvent, avec un plus faible revenu, on a des plus longues heures de travail ou d'autres obligations familiales, par exemple, qui obligent à réduire le temps de travail, qui fait en sorte qu'il y a moins de budget aussi. Donc, souvent, ça va être quand même un peu lié. Ça peut faire en sorte que mettre une tarification unique peut parfois être inadapté. On peut réfléchir à différentes manières, donc pour contrer ces situations, justement d'avoir de la gratuité. Hein? C'est la façon la plus simple de rendre ça accessible au niveau économique. Mais c'est aussi, on peut penser à des tarifications selon justement les tranches de revenus. Aussi, on a une activité qu'on vise spécifiquement à un groupe. Mais on peut réfléchir à ce moment-ci à aller voir, est-ce que c'est un groupe statistiquement qui a plus de difficultés ou qui a moins de revenus? À ce moment-ci, peut-être que la gratuité est encore plus importante pour ce groupe que je veux aller rechercher. Quatrième vecteur, le vecteur socioculturel. Donc là, ici, ça fait référence à toutes les connaissances, les croyances, les coutumes, les valeurs, les traditions, les rites, l'environnement social, l'éducation. Finalement, c'est l'environnement dans lequel on pratique notre activité de loisir, mais c'est aussi notre identité à nous. Donc, on parle à ce moment-ci, oui, de diversité culturelle, mais aussi de diversité de genre, de diversité corporelle, une diversité vraiment à son sens le plus large. Il faut aussi penser, justement, quand on parle d'éducation, c'est aussi la capacité de comprendre, d'être capable, donc oui, d'aller à notre activité, être capable de la comprendre, qu'on nous la montre, mais c'est aussi être capable d'avoir accès à l'information. Donc, c'est vraiment toutes ces dimensions-là qui sont à considérer au niveau du vecteur socioculturel. Donc ici, une autre petite statistique pour vous. Au Québec, une personne sur 5 éprouve des difficultés majeures à comprendre un texte écrit, c'est-à-dire 20 % de la population. Donc là, si on se met le contexte loisir, moi, mettons, je me dis, OK, j'ai fait ma promotion de mon activité, je l'ai écrite, je l'ai mis, elle est accessible gratuitement en ligne, par exemple. Faut pas que je prenne pour acquis que tout le monde va être capable de la comprendre puis de la lire. Si je fais un texte peut-être trop long, on risque de perdre des gens. Donc, c'est à considérer aussi dans la manière qu'on écrit notre promotion, notre communication. D'autres petites statistiques dans le même lien. Donc, 6 % de la population au Québec qui ne maîtrise pas suffisamment le français pour soutenir une conversation. Donc, ça aussi, si on parle en français, c'est pas pour vous dire qu'il faut parler 28 langues, mais c'est d'avoir, des fois, c'est peut-être juste une patience, d'avoir conscience que la personne en face de nous, c'est peut-être pas sa première langue. Donc, dans un service à la clientèle, c'est de si on est trop dans une logique pressée et qu'on n'a pas le temps, ça va faire en sorte que la personne, elle va pas avoir un bon service à la clientèle, elle va peut-être pas avoir compris les informations qu'on lui transmet. Si en plus elle a de la difficulté de lecture pour X raisons, elle va pas être capable finalement d'accéder à l'activité, aux différents services de loisirs. Donc, on peut adapter nos communications, adopter des langages plus simples ou ajouter des pictogrammes, des images, évidemment, qui sont en lien avec notre texte. Avoir des formulaires allégés. On peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de poser cette question-là dans mon formulaire? Ou je suis juste en train d'alourdir le processus pour de l'inscription? Qui pourrait faire en sorte que des personnes ne comprennent pas la question, ne comprennent pas pourquoi et finalement abandonnent parce que c'est trop compliqué. Il y avait un exemple qu'on m'avait donné, des personnes immigrantes, par exemple, ça revenait souvent, qui se disait « Pourquoi qu'on me demande mon contact en cas d'urgence? » Dans un formulaire, partout, tout le temps. Puis ils comprenaient pas, il y avait pas Puis c'était pas parce qu'ils étaient pas plus brillants qu'un autre, c'était juste que pour eux, il y avait pas la même référence. C'est comme nous, moi, je suis habituée depuis toujours, on nous le demande, on le remplit, on se pose plus nécessairement la question. Mais si on ne sait pas à quelle urgence ça fait référence, on peut ne pas savoir à quel nom mettre. Puis il faut aussi avoir un nom à mettre. Si on est nouveau quelque part, ça se peut qu'on n'ait pas tant que ça à ce moment-ci de contact à donner. Puis là, c'est
petite anecdote, mais il peut y avoir ce même genre de situation là, dans plein de cas qui pourrait justement décourager une personne de participer. Et une autre recommandation, toujours, là, c'est d'avoir un service à la clientèle qui est patient, donc à l'écoute. Donc, on peut pas toujours mettre plein de mesures en place. On peut pas nécessairement tout transformer nos locaux, tout ça, mais le facteur humain n'est jamais négligé pour pallier finalement un peu tous les obstacles qu'on peut rencontrer. J'avais mis une autre petite tendance en lien avec le vecteur socioculturel. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les types de violences. Bien, une personne sur 4 au Québec a déclaré avoir déjà vécu de la discrimination en lien avec son poids, que ce soit dans des lieux publics, au travail, dans la recherche de logement ou dans le système de la santé. On peut aussi présumer que ça peut arriver aussi dans le loisir. Donc, c'est pas non plus négligeable, une personne sur 4. Donc, c'est quand même beaucoup de gens dans notre entourage, probablement, qu'on peut avoir croisé, qui vont dire vivre cette discrimination. Et cette discrimination peut prendre plusieurs formes. Ça peut être, comme on l'a vu, des commentaires, de la discrimination, etc. Mais ça peut aussi, moi, dans les rencontres que j'ai faites avec différentes personnes et différents groupes et dans différentes recherches, bien, il y avait beaucoup aussi on parlait de différents types de violences, là, mais quand on arrive quelque part, si on est une personne grosse, puis que les chaises, c'est deux petites chaises pliantes en plastique qu'on a peur que si on s'assoit dessus, ça brise, c'est pas non plus un environnement sécuritaire. Donc, tu sais, là, oui, là, je suis dans le vecteur socioculturel, là, je mélange avec dans l'équipement, si je parle de chaises, mais ça vient ensemble parce que finalement, en ayant des infrastructures plus adaptées, de l'équipement plus adapté, on donne aussi, on permet cet environnement sécuritaire sans discrimination pour toutes sortes de personnes, entre autres toutes sortes de corps. Un autre, là, j'ai tout dans mes anecdotes, mais une autre anecdote que j'avais lue, c'était une personne, justement une personne grosse aussi, qui disait qu'elle voulait faire du théâtre. Dans son groupe de théâtre est arrivé et on lui a donné automatiquement le rôle de la voisine qui mange tout le temps. Donc ça aussi, c'est un exemple d'un stéréotype, d'une discrimination qui fait en sorte que cette personne-là était comme, c'est pas nécessairement le rôle que je voulais. Ça me ramène à comme si j'étais juste une personne grosse. Je sais pas, j'ai d'autres caractéristiques. Et ça entretient finalement ce stéréotype que si on est gros, on mange tout le temps. Puis il fallait que ça soit quelque chose de drôle parce que tu sais, ça aussi, ça l'entretenait ce stéréotype-là. Fait que finalement, elle a pas eu une très belle expérience de théâtre. Donc tu sais, ça peut être aussi sur ces aspects-là qu'il faut réfléchir là pour assurer une expérience positive en loisir. Et là, j'avais envie de vous poser des petites questions et d'aller prendre une gorgée d'eau par le fait même pendant que vous réfléchissez à vos réponses. Donc, dans mon exemple, j'ai mis une image d'un parc. Un parc, par exemple, parc municipal, qui est, que je ne vais pas donner de description parce que c'est un peu la question que je veux vous poser. Donc, quand on pense à un parc, c'est quand même un lieu dans lequel on pense qu'il est assez accessible. On a une image, en tout cas, d'un lieu accessible, inclusif. J'avais donc envie de vous poser la question, selon vous, c'est qui les personnes qui fréquentent les parcs? Moi, je prends ma gorgée d'eau pendant que vous réfléchissez. Est-ce que vous fréquentez des parcs? Qui vous fréquente des parcs? C'est quand même... Oui. Oui, monsieur. Oui, donc... Oui, donc on a nommé les familles, les ados, les personnes qui promènent leurs chiens. Là, je répétais juste pour le bénéfice de tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres idées, d'autres caractéristiques qu'on pourrait nommer aux personnes qui fréquentent les parcs? OK, maintenant que ça c'est dit, donc on a un portrait, on disait un peu tout le monde, finalement. Quel obstacle qui pourrait empêcher quelqu'un d'accéder à un parc? L'emplacement, oui, il pourrait être très loin, par exemple. S'il n'y a pas de transport qui est très loin. Est-ce que, oui, s'il y a un tarif, là, il y a des parcs payants, il y a des parcs gratuits. Si on pense, mettons, là, on enlève ces obstacles-là, donc on va se dire que c'est un parc qui est proche, qui est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Oui, exactement. Donc, les sentiers dans les parcs, que ça soit, c'est ça, comme on le disait là. Je répète juste parce que je sais pas si tout le monde entend dans la salle. Donc, oui, avoir finalement des sentiers aménagés. Oui.
Oui, les tables à pique-nique, si c'est s'il y en a qui existent, que tu peux avoir un espace un peu plus large d'un côté pour qu'une personne avec un fauteuil puisse s'asseoir, mais c'est les classiques avec des bancs fixes. Une personne en fauteuil n'a pas de l'espace sur la table. Oui, Caroline? Oui, en effet. Donc, les infrastructures sont pensées en général pour les enfants et c'est des infrastructures qui sont pensées pour des enfants qui n'ont pas de handicap dans la grande majorité. Il existe quelques modules, là, des balançoires, par exemple, pour les personnes en fauteuil, mais c'est quand même plus marginal et c'est rare que l'offre est la même. Donc, quand on pensait justement, tantôt on parlait de l'offre, ben, euh, la répartition de l'offre aussi, là, en tant que clientèle, il peut avoir cette question-là. Oui? Oui, l'éclairage, qui participe à un sentiment de sécurité ou non, dépendamment s'il y en a ou non, qui va permettre aussi, là, peut-être des personnes vont faire, ah ben là, il fait noir, je vais y aller, je me sens pas en sécurité. Ou finalement, le lieu devient pas sécuritaire, un module dans le noir, ça se peut que ça soit moins sécuritaire. Oui? Mhm. Oui, finalement, donc les comportements des personnes qui utilisent le parc qui pourraient amener certains sentiments d'insécurité ou de discrimination ou on parlait de violence verbale, etc. Donc, ça peut en faire partie. Oui? Mhm. Oui, très bon exemple. Donc, tu sais, en général, ce qui fait qu'un parc est accessible, c'est justement, entre autres, il n'y a pas de porte. Mais quand on met un poteau pour empêcher justement les vélos, ou ben pas les vélos, ils peuvent passer, mais les autos, là, à ce moment-ci, quelqu'un en fauteuil peut pas passer. Quelqu'un avec une marchette peut avoir de la difficulté. Quelqu'un avec une poussette peut avoir de la difficulté. Donc, tu sais, oui, là, on pense en premier au fauteuil, que c'est la plus grosse barrière parce que ta poussette, bon, tu peux sûrement t'arranger un peu, mais c'est quand même un peu désagréable. Ça l'ajoute finalement quand même un obstacle. Une autre chose qu'on n'a pas nommée, mais que je vais me permettre de le nommer, c'est que les parcs, côté non-obstacle, là, mettons, on va dire ça comme ça, ben, en général, il n'y a pas d'inscription, là, à part si on va dans des parcs, mettons, de la CEPAC, là, où est-ce qu'il faut vraiment réserver à l'avance. Je reviens à l'exemple d'un parc municipal proche qui est gratuit, souvent, ben, il n'y a pas de... C'est ça, je peux y aller quand je veux, tu sais, j'ai pas besoin de m'inscrire pour les 15 prochaines semaines le lundi soir dans ma plage horaire à mon parc. Donc ça fait partie aussi du fait pourquoi que c'est accessible. Si on a, alors, à l'inverse, donc quand on rajoute des inscriptions, des horaires, les parcs en général sont ouverts pas mal tout le temps. Là, des fois, c'est tout fermé la nuit, mais ça reste à ce moment-ci une caractéristique d'accessibilité. Ça veut dire j'ai comme vu une main. Oui? Oui, c'est vrai. Toute la signalétique, c'est hyper important. Faut jamais sous-estimer. On a tous déjà été, j'imagine, une fois dans notre vie dans un lieu puis on savait pas trop où aller. Ça a quelque chose d'insécurisant. Si un module ou tu sais, les fois les espaces pour l'entraînement pour les adultes, il y a beaucoup d'explications de comment l'utiliser. Si on a de la difficulté à comprendre, si on va pas savoir l'utiliser, souvent ça va faire en sorte qu'on n'ose pas. Les enfants vont sûrement eux, être capables de se trouver une façon, même s'ils n'ont pas compris, ils ont moins besoin d'instructions pour l'utiliser. En adulte, on a tendance à faire « je sais pas, je me sens pas bien, je l'utilise pas ». Donc ça m'amenait à... C'était pas pour rien que je vous parlais de ça. Je voulais vous parler d'un exemple. C'est une étude de Respire. C'est une organisation à Montréal qui a fait une étude sur les parcs publics et la fréquentation par les adolescentes. Puis ce qu'ils ont constaté, c'est que les adolescentes utilisent beaucoup moins les parcs que les adolescents masculins. Et ils se sont posé la question, donc, pourquoi? Et finalement, ce qu'elles constataient, c'est que les aménagements, les structures, finalement, n'étaient jamais pensés en fonction de leurs besoins à elles. Sur ça, ils sont allés voir un peu c'était quoi leurs besoins. Finalement, elles recherchaient des lieux pour socialiser. C'était beaucoup ça. Donc, un lieu pour être ensemble, pour parler, pour être entre amis. Idéalement, si on peut avoir un petit Wi-Fi en plus, c'est comme
beaucoup, mais au minimum un lieu où elles peuvent être ensemble. Et ce qui fait qu'étant donné que les parcs sont pas orientés vers ça, dans la grande majorité, elles se retrouvent à utiliser les infrastructures qui sont là, mais qui sont pas prévues pour ça. Donc, comme on peut voir sur l'image, ben là, elles sont assises sur des balançoires. C'est correct, elles sont ensemble, elles parlent. Mais là, il y a un enfant qui arrive, qui veut se balancer, mais elles s'en vont. Fait que là, elles s'en vont dans les estrades du terrain de baseball. Là, elles jasent, elles sont ensemble. Là, il y a une équipe de baseball qui arrive. Ben là, on est dans le chemin, on s'en va. Fait que finalement, elles se font tasser un peu partout à chaque fois où est-ce qu'elles vont parce qu'elles utilisent le lieu pas pour l'utilisation prévue, ce qui fait en sorte qu'elles se sentent jamais à leur place et donc elles quittent. Donc, elles sont moins présentes et quand elles y sont, elles restent moins longtemps. Ça, c'est un exemple pour dire que quand on réfléchit pas à des besoins spécifiques d'une population, on va pas réussir à aménager ou à faire des activités qui sont les bonnes, qui répondent vraiment à leurs besoins. Ce qui peut faire que, justement, si on pense adolescents, ça se peut qu'on ait une pensée à aller plus vers des activités sportives. On va faire un terrain de soccer, un terrain de baseball. On va penser famille, on va faire des parcs, des modules, etc. Puis on oublie finalement personnes qui tombent un peu entre les cracks dans les identités croisées. Et là, je ne sais plus combien de temps qu'il me reste avec tout ça. Ça va. Non, Sylvie, elle voulait plus. Elle se gardait pour cet après-midi, qu'elle m'a dit. Fait que je continue? Parfait. Donc, je voulais juste rapidement vous présenter que notre cadre et tout ce que je viens de vous présenter n'a pas été un travail individuel. C'est un travail qu'on a fait en collaboration avec différentes organisations. Que vous pouvez voir là, à l'écran, et qui étaient donc des organisations qui travaillent avec différentes populations parce que l'idée était justement pour pas reproduire, comme l'exemple des parcs, là, d'avoir des angles morts finalement, en allant consulter des organisations qui travaillent avec des personnes immigrantes, par exemple la FADOC, Égale Action, différentes organisations comme ça qui pouvaient nous donner des idées, des recommandations, nous donner de l'information aussi sur les obstacles que les personnes peuvent rencontrer pour finalement enrichir le plus possible notre cadre, avoir des recommandations qui va aller à différentes populations et de manière croisée. Ce qui m'amène à parler donc du concept d'intersectionnalité. Donc, je reviens avec les parcs. Si on pense juste, mettons, garçon, si on pense juste femme, ben ça se peut qu'adolescente, qui est entre les deux, on l'oublie. Donc, pour pas oublier certaines populations comme ça, il y a le concept d'intersectionnalité qui est issu là, ça va être comme mon petit moment un petit peu plus théorique, là, mais ça sera pas long. Puis c'est super, c'est pour moi hyper important quand on parle d'inclusion. Donc, l'intersectionnalité, ben, c'est issu du mouvement féministe afro-américain qui, c'est donc ici, là, Kimberly Crenshaw qui a conceptualisé cette idée. C'est que il y avait un cas aux États-Unis, c'était une femme noire qui poursuivait son employeur parce qu'elle disait qu'elle avait été discriminée. Et le juge a dit que non, elle n'avait pas été discriminée parce que quand on regarde cette entreprise, il y avait des hommes noirs et il y avait des femmes blanches. Donc, il n'y avait pas de discrimination envers les personnes noires ni envers les femmes. Mais ce que Kimberly Crenshaw est allée vérifier, c'est que, en fait, il n'y avait aucune femme noire. Donc, à ce moment-ci, dans cette intersectionnalité, dans cette identité spécifique, elle vivait une forme spécifique de racisme et de sexisme qui était donc à la croisée entre les deux. Et elle donnait justement à l'image ici là, des ambulances. C'est comme si une personne, donc ici, une femme noire qui a un accident sur la route du sexisme et du racisme. L'ambulance du sexisme arrive, puis elle fait « Ah, c'est pas mon problème ». L'ambulance du racisme arrive, elle fait « Ah, c'est pas mon problème », puis finalement, personne l'aide. C'est un peu comme ça qu'est née finalement l'idée d'intersectionnalité. Je viens à vous présenter donc cette roue qui est aussi là, dans notre cadre, donc qui permet de voir là, les différentes identités qu'une personne peut avoir et tous les croisements possibles. Et quand on fait des mesures larges qui s'adressent à tous et à toutes, finalement, il y a des personnes qui tombent toujours un petit peu dans les cracks parce que ça va être les programmes qu'on va élaborer ou les mesures qu'on va mettre en place vont être utile le plus en général aux personnes qui sont le plus proches du centre, le plus proches du pouvoir, et les personnes les plus en marge, finalement, ne vont jamais avoir de mesures prévues pour elles. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de réfléchir en matière le plus spécifique possible. Et donc, je reviens avec les vecteurs. Donc, on a les 4 vecteurs, donc temporel, spatial, économique et socioculturel. Et au centre, on a les individus
qui sont là avec toutes leurs caractéristiques, que ce soit leur religion, leur orientation sexuelle, leur genre, leur statut socio-économique, leur âge. Et tout ça, c'est des éléments qu'on doit considérer dans notre démarche d'inclusion et dans la manière qu'on veut mettre en place, finalement, différentes mesures pour s'assurer de répondre aux différents besoins spécifiques de toutes les personnes parce que, on se souviendra, le loisir est un droit qui est reconnu. Donc, c'est important de réfléchir à tous les obstacles et pas seulement ceux les plus visibles, les plus faciles, les premiers qu'on voit. Donc, il faut avoir une vision 360, autant au niveau des individus dans toutes leurs caractéristiques, qu'autant qu'une vision 360 dans nos environnements, dans nos activités, dans notre manière d'animer, dans qui on invite, etc., dans toutes les facettes de notre travail, finalement, en loisir. Il y a des mesures qu'on peut mettre en place pour favoriser l'inclusion et l'accessibilité. Ça concluait la présentation de mon cadre. Là, j'avais une autre petite partie que je ne sais plus si j'ai le temps. J'ai encore besoin de... Oui, on continue? Parfait. Donc ça, c'était la présentation... j'ai un 10 minutes? Parfait. Présentation du cadre de l'accessibilité que je vous inviterai j'en ai une version, d'ailleurs, si vous voulez la feuilleter. J'ai une version papier avec moi. Sinon, c'est disponible en ligne gratuitement à télécharger. Donc là, j'avais envie de vous faire travailler un petit peu. Donc, il y a un beau code de QR que vous pouvez scanner. Est-ce que c'est bon? Non, je vois des téléphones encore. OK. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Oui. Oui. Oui, tout ce qui, en termes justement de... merci Isabelle. Donc, tout ce qui est littératie numérique, comme quand je parle d'accès à l'information, c'est aussi ça. Donc, tu sais, oui, il faut que l'information soit claire, soit visible, mais il faut que je sois capable de m'y rendre, il faut que je sois capable d'y accéder. Donc, la meilleure façon, c'est de varier les lieux de diffusion des informations, que ce soit, oui, en ligne, mais aussi papier, aussi quelqu'un au téléphone pour répondre, pour avoir comblé finalement les différents besoins. Donc, la première question, de demander le même prix pour tout le monde qui s'inscrit à une activité. Est-ce que c'est de l'égalité ou de l'équité? Je pense que tout le monde a eu le temps de répondre. Non, j'en vois encore. OK. Donc, c'est en effet de l'égalité parce que c'est la même chose pour tout le monde, ça le dit. Donc, on est à ce moment-ci au niveau égal. Amener une rampe pour faciliter l'accès à un bâtiment. Égalité ou équité? Ça rentre encore? OK. Donc oui, à ce moment-ci, on est dans l'équité parce qu'on met en place une mesure spécifique pour aider quelqu'un. Donc à ce moment-ci, peut-être une personne en fauteuil, mais ça peut aussi aider quelqu'un qui a un mal de genou, mal au dos, qui a une poussette et qui a un chariot pour transporter du matériel. Donc finalement, la rampe, elle nuit à personne, elle aide beaucoup. Donc on est à ce moment-ci dans une mesure spécifique. Donc oui, de l'équité. Un programme de bourse pour des jeunes en milieu défavorisé. Donc, on a plus de votes que de gens. Donc, c'est spécial, mais je fais pas des stats, moi. Donc, l'équité, en effet, à ce moment-ci, un programme spécifique qui vise une population spécifique, c'est une mesure, encore une fois, pour pallier à un obstacle qui pourrait être plus grand pour certains groupes dans la population. Donc là, je l'ai expliqué, mais justement, là, on le voit ici, c'est une image qu'on revoit quand même assez souvent. Donc, l'égalité, tout le monde est traité pareil. L'équité, on a une mesure spécifique pour aider, donc, à ce moment-ci, la personne qui est plus petite. Et finalement, quand on parle d'inclusion, c'est travailler à enlever tous ces obstacles-là pour favoriser encore une meilleure participation. Avoir accès à une éducation, droit ou privilège. Je pense que je l'ai dit 3 fois tantôt, là, fait que... en tout cas, je jugerai pas, là, mais... Je vais savoir si vous avez écouté. Donc, l'éducation, c'est un droit qui est reconnu. Là, je parle évidemment d'ici, là, mais oui, c'est un droit. On a un droit reconnu à l'éducation. Il peut y avoir évidemment des obstacles. C'est pas parce que c'est un droit que tout le monde y a accès de la même manière, mais c'est un droit qui est reconnu, comme le loisir.
Se reconnaître dans les modèles qui sont présentés dans les médias. Droit ou privilège? Parfait. Donc, oui, c'est un privilège parce que, ben, à ce moment-ci, il y a pas, c'est pas un droit, c'est pas inscrit dans la loi qu'on a droit de se reconnaître. Mais donc, c'est dans ce sens-là que c'est un privilège, mais c'est un privilège qui est injuste, ce qui démontre des relations de pouvoir et des inégalités sociales. Ne pas être discriminé en raison de son genre. Droit ou privilège? Okay. Pas pire. Ici, c'est un droit parce que c'est protégé par la charte. Donc, on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un en raison de son genre. Je peux comprendre que personnes qui ont pris un privilège parce que c'est vrai que ça existe, malheureusement, des inégalités envers le genre, mais ça demeure que c'est un droit. C'est proscrit par la loi, donc de discriminer sur cette base-là. Ne pas devoir faire un coming out en tant qu'hétérosexuel. Droit ou privilège? Donc oui, c'est un privilège dans le sens que c'est pris pour acquis que tout le monde est hétérosexuel et c'est à l'inverse, c'est quand on n'est pas hétérosexuel qu'on nous demande de faire un coming out ou qu'on nous demande de le dire, de le mentionner. Donc, étant donné que c'est pris pour acquis, c'est dans ce sens-là que c'est un privilège parce que c'est quelque chose qu'une personne hétérosexuelle n'a jamais à vivre finalement, un coming out. Mais ça demeure interdit. Là, c'est parce que là, un coming out, c'est pas une discrimination dans le sens que je n'empêche pas quelqu'un de faire une activité. Mais si on empêchait sur la base de l'orientation sexuelle, on serait de la discrimination. C'est un droit dans le sens que protégé autant que le genre là, tout à l'heure. Voilà, c'est juste une petite image là, pour vous dire que justement, le droit, ben, c'est quelque chose qui est lié à la loi, à une règle, à une conformité, à un règlement, donc qui est en général prescrit dans notre société. Le privilège, ben, c'est quelque chose qui est injustement émérité. Et ce qui est difficile avec les privilèges d'en prendre conscience, c'est que souvent, c'est l'absence d'obstacles qui démontre un privilège. Donc, comme dans le cas du coming out hétérosexuel, ben, c'est l'absence d'obstacles à faire ce coming out-là qui fait que j'ai un privilège. Donc, c'est plus difficile que quand c'est quelque chose de tangible. Donc, voilà. Donc, pouvez-vous nommer un exemple de microagression? Elle était plus dure, hein? Il n'y a pas de choix de réponse. Vous pouvez mettre de la pression un peu. Voilà, ça rentre. Donc, je vais en lire quelques-uns pendant que peut-être ça va vous inspirer. Donc, oui, des commentaires sur l'accent d'une personne, demander son orientation sexuelle, se faire mégenrer. J'aime ça, il y en a plusieurs qui l'ont nommé. Pour les personnes qui pourraient ne pas savoir, être mégenré, c'est donner consciemment ou non le mauvais pronom à quelqu'un. Oui, faire le coming out de quelqu'un sans son consentement, j'aime. Ça aussi, c'est une microagression dans le sens que c'est quelque chose de personnel, faire son coming out. Donc, obliger quelqu'un à le faire, dès qu'il n'y a pas de consentement, de toute façon, pour moi, on tombe dans la violence. Donc, ignorer, avoir des biens conscients. Oui, parler du poids de quelqu'un. Donc, oui, tous les commentaires sur le poids, même quand ça se veut bienveillant. Tu sais, dire à quelqu'un, « Ah, oh, wow, t'es donc bien belle, t'as maigri. » Ça l'envoie le message qu'on peut pas être gros et beau. Donc, il y a aussi à ce moment-là une agression, une microagression. Puis c'est aussi, on le sait pas, les raisons qui fait que quelqu'un a maigri. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est dans dépression, peut-être qu'elle a des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, on peut être en train d'encourager un comportement ou une situation dramatique dans la vie de quelqu'un en pensant faire un compliment. Oui, tous les commentaires en général sur l'apparence physique peuvent être possiblement des microagressions. Toucher les cheveux sans consentement aussi, imiter un accent. Bref, vous avez des bonnes idées.
Donc, j'avais une petite définition pour vous de microagression. Donc, c'est souvent des courtes interventions qui peuvent sembler banales. Ça peut même sembler être un compliment, mais qui sont en réalité des attaques, des insultes envers un individu ou un groupe. J'ai donné quelques petits exemples, mais ce que moi, j'aime beaucoup pour parler des microagressions, c'est l'image d'un moustique. Donc, une piqûre de moustique, c'est pas très grave. 75 dans la même journée, ça commence à être fatigant. Donc, c'est cette répétition, c'est ce nombre de petits moments malaisants qui renvoient finalement à une facette de l'identité qui dérange en quelque sorte, qui dérange socialement, culturellement. Là, c'est pas que la personne n'est pas correcte, mais c'est à ce moment-ci que la répétition finalement, même si ça peut sembler petit, ça peut sembler banal. Donc, c'est pas non plus nécessairement des mots. Là, dans l'image, je sais pas si vous voyez bien, mais tu sais, ici, est-ce qu'on voit? Bon, ouais. Ici, ben, c'était un couple homosexuel qui se fait regarder de manière intense. Donc là, ça aussi, ça peut être une microagression. Si, même chose pour une personne trans qui se ferait tout le temps regarder, ça l'envoie un message finalement que la personne n'est pas conforme à ce qu'on s'attend, ce qui est donc à ce moment-ci encore une microagression. Donc, quand on parlait de continuum de violence, là, pour moi, les microagressions, ça rentre exactement dans ce continuum-là. Finalement, pouvez-vous donner un exemple d'appropriation culturelle? Je pense qu'après ça, j'avais fini. Oui, OK. Parce que Sylvie va venir juste présenter l'activité de cet après-midi. Parfait. Avec les choses. Fait que si on finirait à midi moins 10, moins 5, ce serait fantastique. Parfait. J'ai en 5 minutes max. Excellent. Merci. Donc oui, les costumes autochtones, si on est une personne autochtone, ça va, mais si on n'a aucune idée de la culture et qu'on se l'approprie finalement, ça peut devenir à ce moment-ci l'appropriation culturelle. Les animaux totems, déguisements. Encore une fois, oui, utiliser l'accent d'une autre culture. Donc là, c'est en effet une microagression et une appropriation culturelle. Oui, un sombrero à l'Halloween. Donc, oui, se déguiser, par exemple, en mexicain, c'est comme si être mexicain, c'était un déguisement. OK. Oui. OK, excellent. Parfait. Donc, vous avez des très bons exemples. Il y en a même qui ont fait rire certaines personnes. Ah, excusez, je suis allée vite, j'ai vu quelqu'un qui rajoutait. Donc, en tout cas, la question de l'appropriation culturelle, je ne vais pas faire une grande conférence là-dessus, mais c'est genre même quelque chose de très important, je pense. Donc, l'appropriation culturelle, ben, c'est justement quand on sort un élément, que ce soit des chants, des danses, des emblèmes, des symboles, des cérémonies, justement des costumes traditionnels, bref, un élément qui est dans une culture, qu'on la prend, qu'on la sort et qu'on la met dans un autre contexte, sans se poser de questions sur sa signification, sans demander le consentement. Donc, et en faire quelque chose d'autre, qui est vidé de son sens originel et qui rapporte seulement à moi, qui rapporte pas à la culture d'origine. Donc, il y a tout le temps aussi cette importance-là de réfléchir aux inégalités entre certaines cultures. Et, historiquement, il y a eu entre autres, de la colonisation qui va amener justement des inégalités entre différentes cultures. Donc, ce rapport de pouvoir-là, et quand il y en a un, c'est toujours un signe qu'il y a un risque d'appropriation culturelle. Donc, pour les éviter, ben, on peut se demander justement, ce que je suis en train de faire, l'activité, le costume, peu importe, est-ce que c'est quelque chose qui appartient à ma culture ou ça appartient à une autre culture? Et si ça appartient à une autre culture, est-ce qu'il existe un rapport de force entre les deux? On peut aussi se dire, c'est quoi l'objectif de prendre cet élément-là d'une autre culture et ça profite à qui? Est-ce que ça profite à la culture d'origine ou ça profite juste à moi? Puis, finalement, est-ce que j'ai consulté les personnes de la communauté culturelle en question? Donc ça, c'est 3 éléments qu'on peut se poser quand on n'est pas sûr. On se pose ces questions-là. Si nos réponses, finalement, ne concordent pas, ben on est mieux de pas le faire, en gros. Ça serait ma recommandation. Donc, de toujours se ramener, justement, dans des positions plus égalitaires et toujours dans la consultation. Tu sais, ça veut pas dire qu'on peut jamais parler de culture autochtone, par exemple, mais c'est aller chercher les bonnes personnes pour en parler et s'assurer que finalement, la manière qu'on va en parler va redonner également un profit en premier finalement à ces groupes-là plutôt qu'à moi pour mon plaisir, pour mon activité, etc. Je pense que ça concluait mon Mentimeter. Merci pour votre participation. J'avais
une dernière, ma conclusion quand même. Bon, on la voit-tu assez? Oui. OK. Donc, comme je disais, donc oui, on a un historique socialement. Il y a eu des inégalités à différents groupes, que ce soit justement des inégalités au niveau des cultures, ça peut être des inégalités au niveau du genre, des inégalités au niveau de l'orientation sexuelle. Tout ça a un historique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a encore des répercussions, il y a encore des inégalités, même si dans la loi, c'est des discriminations qui sont interdites. Donc, on peut... Comment faire finalement pour les éviter? Ben, c'est aussi, moi j'avais mis des petites phrases qu'on entend quand même souvent, qui sont pour moi des petits drapeaux rouges. Quand on entend, ça a toujours été fait comme ça, donc ça doit être correct, ben, c'est probablement un signe qu'il y a une certaine réticence à un changement, qui est peut-être un changement nécessaire pour amener une meilleure inclusion, une meilleure accessibilité. Une autre phrase aussi qu'on entend souvent, ben, c'est peut-être pas mon intention. Donc ça, pour moi, c'est pas une question d'intention de discriminer quelqu'un. Donc, ou une microagression, par exemple. Donc, ça peut faire, tu sais, même si je dis, j'ai pas fait exprès de te blesser, ben si je t'ai blessé, j'ai quand même fait quelque chose de pas correct. Donc, malgré ma bonne intention, donc, tu sais, si je pile sur le pied de quelqu'un par accident, même si c'est un accident, je vais m'excuser parce que j'y ai fait mal. Ben pour moi, c'est un peu la même chose. Si j'ai genré quelqu'un par accident, pour moi, c'est une agression. Donc, je m'excuse et j'essaie de pas reproduire le geste. Et finalement, là, mettre un petit peu de pression pour terminer. C'est en se traquant, on se rapproche comme ça, on met toujours un petit peu de pression. J'avais une dernière petite phrase. Vous avez... Ah oui, OK. Donc, finalement, l'inclusion, il n'y a pas de solution unique. C'est pas magique. C'est un processus, c'est un travail constant qu'on doit faire pour mettre en place des mesures, comme je le disais, de manière 360. Et finalement, voici le cadre d'accessibilité que vous pouvez télécharger. Merci, Béatrice.